participe à la déstabilisation et au changement d'équilibre du milieu naturel. Et ces conditions créent aussi des effets de surcharge au niveau de la pente. À côté donc des conditions sur la pente, nous avons l'insuffisance des populations. Nous sommes rendus au terme de notre étude que les populations du bassin de Yac se soucient très peu de la préservation de l'environnement, dans le sens où ils considèrent l'environnement comme un endroit par excellence de décharge de leurs déchets. Lorsque nous avons poussé tout le long de la réflexion, nous nous sommes rendus compte que les multinationales installées dans la zone industrielle Bassa, elles aussi ne se soucient pas très peu de l'environnement, car elles ne respectent même pas les engagements contenus dans leurs documents d'études d'impact environnemental et social. La figure 4, que voici, nous présente un drain aménagé par la police et est complètement abandonné au beau milieu du quartier. Or, au sens de la loi numéro 2013-0065-PM du 13 janvier 2013, en son article 7, cette loi impose à tout promoteur de projet la réalisation d'une étude environnementale et sociale. Cette étude préconise que les entreprises incluent dans le débit de leurs travaux l'aménagement des lits de cours d'eau jusqu'au bas-fond de ces zones. Juste à 6 mètres de ces drains, nous avons une source d'eau potable très utilisée par les populations, soit pour des besoins de consommation, soit pour les besoins de cuisson des aliments. En ce qui concerne maintenant le dernier facteur, qui est le facteur purement déclenchant, c'est il revient ici de soulever le rôle joué par les précipitations dans le déclenchement des mouvements de masse. Et l'eau est le principal élément déclencheur des mouvements de masse dans le bassin de Yac. Nous savons que Douala baigne dans une ambiance climatique très complexe avec 4300 mm de pression par an. Ces précipitations, beaucoup plus diluviennes, viennent provoquer la saturation de la nappe phréatique et créent donc le déclenchement des mouvements de masse. Si la déstabilisation des terrains dans le bassin de Yac est conditionnée par les facteurs préparatoires, les facteurs de prédisposition et les facteurs déclenchants, comment donc les modes d'occupation des sols s'avèrent-ils comme un facteur aggravant dans la déstabilisation des terrains dans le bassin de Yac? Il est difficile aujourd'hui de mener une étude sur l'évolution socio-spatiale et dynamique de la population sans faire recours à l'analyse spatiale. Pour étudier les modes d'occupation dans le bassin de Yac, nous sommes servis des cas de l'interprétation des photographies aériennes des années 1960, 2000 et 2018. La comparaison de ces trois cartes d'occupation des sols du bassin de Yac obtenues par interprétation des photographies aériennes conventionnelles nous a permis de déterminer les tendances de l'évolution de l'occupation humaine dans le bassin de Yac au cours de ces dernières décennies. Par planimétrage de ces trois documents, il a été possible de déterminer de façon quantitative les variations dans l'occupation des sols de la région. En outre, ces mutations ont été complétées par l'enquête directe auprès des populations du secteur. À travers l'exploitation de ces images, donc, nous nous sommes rendus à l'évidence que l'occupation des sols dans le bassin de Yac aboutit à une fragilisation poussée d'un milieu initialement déjà sensible. Les pressions sur les ressources en eau et en terre ne cessent d'augmenter, mettant en péril les déséquilibres déjà instables. Cette situation favorise la dégradation dont les processus se sont intensifiés de façon notable, accélérant ainsi le risque de mouvement de masse aux conséquences nuisibles. Parlant des conséquences des mouvements de masse associés aux vulnérabilités en notre troisième chapitre, nous avons diagnostiqué dans le bassin de Yac deux types de conséquences liées au mouvement de masse. Il s'agit des conséquences physiques directes et les conséquences socio-économiques et environnementales. L'une des soucis majeurs lorsque nous avons décidé de travailler sur la question des mouvements de masse était de mettre sur pied un système de prédiction qui soit à même de prédire les futures occurrences des mouvements de masse avec une marge d'erreur très réduite. Au fur et à mesure que nous avons évolué dans la recherche, nous sommes confrontés à un réel problème d'indisponibilité des données. D'abord, le modèle numérique de terrain de la ville de Douala, ensuite les données climatiques et enfin les logiciels spécialisés tels que le logiciel Géophase qui est spécialisé dans le traitement des vulnérabilités. Néanmoins, compte tenu de l'indispensabilité de cette question dans notre travail, nous avons tenu à travailler avec la méthode par analogie de Ban 1984. Selon Ban, les phénomènes ayant eu lieu dans le passé peuvent fournir une information utile pour la prédiction des futures occurrences pour les futures occurrences pour moi.
chemin faisant, nous avons reconstitué une base de données de plus de 25 mouvements de terrain dans le bassin de Yap, lesquels se sont produits initialement sur les mêmes sites. Ça, c'était pour le premier constat. Le deuxième constat, la plupart de ces mouvements se sont produits à partir du mois de juillet au mois de septembre, période pendant laquelle les pluies battent leur plein dans la ville de Douala. Et le plus gros constat que nous avons remarqué, c'est que la plupart de ces mouvements se sont produits soit le 7 juillet ou alors le 10 août. Par analogie et d'après la consultation du service de météo, nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle une sonnette d'alarme peut être tirée aux populations à partir du mois de juillet à novembre, avec une alerte rouge signalée le 7 juillet autant pour moi et le 10 août. Conscient que cette méthode n'était pas tout à fait satisfaisante du point de vue dont nous souhaitons, nous avons néanmoins tenu à notre 4e chapitre à élaborer une stratégie de gestion durable des zones à risque de mouvement de masse. Cette stratégie passe par 3 étapes fondamentales. Il s'agit bien évidemment de la prévention qui se fait à l'aide des cartes de danger, l'instrumentalisation qui se fait à l'aide des dispositifs de surveillance des talus, donc les hygromètres, les extensiomètres, les piézomètres. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus dans cette stratégie, c'est l'usage des ouvrages collectifs de base. Parce que on aurait beau placer les dispositifs de surveillance, mais en réalité, les phénomènes naturels finiront toujours par se produire. Et lorsque les phénomènes naturels se produisent, c'est pendant le moment qu'ils se produisent autant pour moi qu'on se demande, tiens, où se trouve l'hôpital le plus proche pour pouvoir évacuer les blessés et les cas d'infirmité grave, où se trouve l'église la plus proche qui peut au moins se fournir de l'eau aux sinistrés, où se trouve l'école la plus proche pour pouvoir utiliser au moins la cour de récréation pour recaser les victimes. C'est fort de ce constat que nous avons élaboré une cartographie qui permet ici de limiter ces doutes et de pouvoir mettre sur pied un bon système qui permet de réduire non seulement les vulnérabilités au niveau des populations, mais bien plus de limiter les impacts des mouvements de masse. Nous avons à l'image la cartographie de tous les ouvrages collectifs de base dans le bassin de Yap. En définitive, le problème posé dans notre travail était celui de la gestion des zones à risque de mouvement de masse dans un contexte marqué par une crise socio-économique insoutenable. 4 hypothèses spécifiques de recherche ont été formulées et testées sur le terrain suivant la méthode hypothético-déductive. À l'issue du traitement de cette opération, toutes les 4 hypothèses ont été validées, d'où la mise sur pied au 4e chapitre d'une stratégie de gestion durable des zones à risque de mouvement de masse. C'est fort de ce qui précède et conscient de notre statut de néophyte dans le monde de la recherche que nous nous mettons à votre disposition pour des critiques, des remarques et des suggestions allant dans le sens d'enrichir ce travail. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, sur ce, nous vous remercions pour votre bien attention. Ok, merci Monsieur Banel pour cet exposé brillant, passionné et passionnant, qui, je suppose, témoigne de votre maîtrise du sujet. Bon, mais on n'en est pas encore là. On va demander à votre encadreur, le docteur Zala, de faire son intervention en 5-10 minutes.